Oui, j'avais juste remis du coup l'ordre du jour. On va commencer par voilà, la remise découverte des capteurs. C'est ce qu'on vient de voir à partir de 14 heures. Donc finalement, on n'a pas pu faire de balade digestive pour les personnes. Il n'était pas là ce midi. Est-ce que bonjour. Nous avons passé par un tour de table et actualité des réseaux. Ensuite, continuer sur la découverte du projet de Nantes Métropole et terminer par un brainstorming sur les actions qui seront à venir pour ce GT à leader de Bretagne Éco-Entreprise. Pour commencer ce tour de table, je peux peut-être commencer par moi. Il ne me semble pas qu'on me voit, voilà, à la caméra. Mais du coup, Fanny Babin, Bretagne Éco-Entreprise. Pour les personnes qui ne me connaissent pas et pour lesquelles je ne me suis pas encore présentée, du coup, je suis nouvelle animatrice au sein du réseau et je remplace aujourd'hui Rosane qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Voilà. Je laisse du coup, vraiment à gauche, donc, je suis un des cofondateurs de Mintrack et designer de formation. Et je ne suis pas forcément beaucoup présent sur la FIMEA, à part sur les sujets internationaux. Voilà, on est en la FIMEA, effectivement. Donc, Caroline Dernu, bureau d'études et alliances acoustiques. Donc, je fais partie du Bretagne Micro-Entreprise et du groupe copilote du groupe de travail Air Brioler. Donc, moi, j'ai rien à voir avec la qualité de l'air, mais avec le bruit. Et donc, on est bureau d'études. Je suis basée à Concarneau, on a une agence à Nantes, Angers, Paris. Et on fait. Alors, j'ai imprimé un sonomètre. C'est pas nous qui fabriquons, mais on utilise des sonomètres. Bon, ça ressemble pas trop à ça, mais vous avez déjà vu, hein, c'est un boîtier qui tient dans les deux mains. On fait donc, beaucoup de mesures, mais aussi et surtout, on est là pour trouver des solutions quand il y a des non-conformités sur une usine, sur construire un bâtiment, réduire le thème de parties, dimensionner des pièges à son, de la ventilation, faire des études d'impact de parcs éoliens, d'aménagement de ZAC. Donc, souvent, on a besoin d'un diagnostic acoustique, donc de mesurage. Ça peut être de la mesure de faible durée, ça peut être 30 minutes dans un bâtiment, comme ça peut être pendant 2 mois pour un projet de parc éolien, on va laisser tourner pour voir l'évolution du bruit de fond, donc c'est du monitoring, en fait, on appelle ça monitoring. Et ensuite, on exploite toutes ces données, on cherche quels sont les objectifs acoustiques qu'on veut pour la conformité réglementaire, pour le confort des usagers. Je veux faire un immeuble de bureau, mais comment ça fonctionne? Les bureaux, est-ce que tout le monde est porte ouverte et donc c'est pas la peine de se payer des cloisons acoustiques si tout le monde fonctionne porte ouverte? Ou bien alors, c'est un bureau d'avocat où on veut de la confidentialité. Auquel cas, il y a plein de travail. Voilà. On est là pour conseiller déjà sur les objectifs acoustiques et ensuite, quels sont les moyens pour atteindre ces objectifs au final, que ce soit de la salle de spectacle, la quiétude des riverains autour du respect de la réglementation et du voisinage, des installations classées. Donc, on fait de la mesure, mais aussi et surtout de l'étude et du conseil pour atteindre les objectifs. Tu représentes aussi le B2 du coup. Et donc Bretagne Micro-Entreprise, pardon, parce que Pascal n'a pas pu venir. C'est un réseau d'éco-entreprises qui date de 2004, 2007, tu disais 2004, et qui regroupe des entreprises de secteurs très variés autour de l'éco-activité. Donc on a un groupe de travail, donc Air, mais il y a aussi, en vrac, j'ai pas révisé, mais c'est déchets, énergie, bâtiments, décarbonisation, eau, mobilité. On a une dizaine, biochar, c'est je suis au projet du moment, parce qu'on avait communication, le groupe de travail a un projet européen sur lequel la Rosane travaille beaucoup. Enfin voilà, de nombreux groupes de travail, et on se réunit collégialement 2 fois par an. Et ensuite, chaque groupe de travail s'allie, interagit, et voilà, ça fait du réseau, de la communication. Voilà. Bonjour à tous. Du coup, moi, c'est Bertie David. Je suis chef de produit chez JVD. Donc, JVD, c'est un fabricant de produits d'hygiène depuis plus de 40 ans. Et il y a 6 ans maintenant, du coup, on s'est évidemment tourné vers l'hygiène de l'air, en disant qu'il y avait bien des choses à faire en plus de l'hygiène des mains ou de l'hygiène des surfaces qu'on traitait déjà. Et donc, on a fait une grosse phase de recherche-développement. On a développé
et on conçu et on fabrique à Rezé, juste là, juste après le premier bâtiment, notre gamme de purificateurs d'air. Ce cadre-là, parmi les plus ouvriers. Voilà. François Bluteau, donc de la société IRH Ingénieur Conseil. Je suis un collègue de Pascal Corroyer, qui est la présidente ouest de FINEA. Donc moi, je suis salarié d'IRH Ingénieur Conseil, filiale d'Antea, filiale qui travaille plus particulièrement sur le sujet de la mesure environnementale dans le domaine de l'eau, dans le domaine de l'air, et qui fait des études et de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage dans la maîtrise d'œuvre pour tout le cycle de l'eau, plutôt le petit cycle de l'eau. Et les autres grands métiers d'Antea, c'est de l'ingénierie environnementale au sens large, qui regroupe tout ce qui est notamment sur la partie hydrobiologie, tout ce qui est aménagement hydraulique, donc milieu naturel. On a un métier qu'on appelle infrastructure qui travaille dans le domaine des déchets, dans le domaine des fondations spéciales, dans le domaine de la géotechnique. Et on a un autre gros métier qui concerne tout ce qui est l'environnement, dans lequel il y a à la fois le site et sol pollué, où on fait toutes sortes d'études d'assistance à des plans de gestion. Et on a aussi toute une équipe qui travaille sur des sujets réglementaires, soit pour les ICPE, soit pour des projets d'infrastructure. Et on a un quatrième métier d'ailleurs dans lequel est appliqué, en fait, qu'on appelle le métier data, dans lequel on développe des solutions logicielles, par exemple de bancarisation de données alimentaires. On a des solutions internes pour nos propres usages. À 850 personnes en France. Et donc, je représente Pascal qui n'est pas là, pendant, qui sera normalement là en visio à 16h. Voilà. Bonsoir, William ici, donc je suis un analyste physico-chimiste, hein, donc, et puis aussi j'ai fait de la calorimétrie. Je fais de la calorimétrie, donc tout ce qui est analyse par la statistique. Donc je suis universitaire, donc je suis un ami à Étienne, donc voilà, moi je suis enseignant. Donc, on a souvent réfléchi sur les problèmes en Afrique, donc c'est pour on s'est retrouvé quand j'étais au comité 21, puisque par ailleurs je suis élu dans la commune. Donc la problématique environnementale, ça me parle. Donc je réfléchis, je suis en train de réfléchir à un cycle de conférences sur la transition énergétique. C'est de montrer la face cachée de cette transition énergétique. Aujourd'hui, on nous dit tout le monde batterie, mais quelles sont les conséquences, quoi. Donc, voilà, je vais essayer un peu avec Étienne et d'autres, voilà, mettre sur pied une conférence dans la région. Voilà, parce que les écologistes, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 4 ou 5 mois, il y a eu une manifestation ici dans la région où les gens étaient contre le gaz de schiste. Alors j'ai dit, ok, c'est très bien. Moi j'ai écrit en leur demandant, est-ce que vous allez en Afrique voir les conséquences de l'extraction de ces minéraux, du lithium, tout ce qui est le terrain qui remet l'élaboration de vos batteries? J'ai jamais eu de réponse. Donc c'est ce que j'ai appelé la pollution utile, mais ailleurs. Donc voilà. C'est un peu dommage. Bon, c'est les sujets qui me parlent. Je suis Caroline, j'ai travaillé depuis le début de l'année. J'ai rejoint l'équipe pour développer l'activité. Valentin a très bien présenté l'entreprise. Pas directement là-bas. C'est combien je trouve ça? Dans les 11. Ouais. Bien. Donc moi, Florent Caillé, je suis de Manu Mesure, une filiale du groupe Chauvin-Arnoux, un fabricant de produits électriques, électroniques français. Donc nous, la filiale, c'est métrologie, et moi, mon activité, c'est sur la mesure environnementale, donc tout ce qui est rejet atmosphérique, mesure de bruit, l'odeur, donc intervention dans toute la France chez les industriels. Voilà, dans le cadre réglementaire ou inopiné sur demande de l'ADREL.
Anaïs David Guiomard, directrice des opérations chez Nateo Santé. Nateo Santé, on est depuis 2009 sur les enjeux de qualité d'air intérieur, traitement de l'air, purificateur autonome et nomade, auprès des professionnels, notamment du milieu médical, mais aussi de collectivités, d'entreprises. Comme Valentin, on travaille en local, donc tous nos produits sont fabriqués en Pays de la Loire et en Bretagne. Adhérent FINEA depuis quelques années maintenant. Et je suis aussi vice-présidente de FINEA Ouest, donc je vais porter le sujet aussi en l'absence de Pascal. Et je fais passer le message, Étienne s'excuse de ne pas pouvoir être avec nous aujourd'hui pour des raisons de contraintes familiales. Il a dû annuler à la dernière minute son déplacement, mais FIMEA, en quelques mots, c'est donc la Fédération interprofessionnelle des métiers de l'environnement atmosphérique. La filière de l'air, en fait, toutes les entreprises qui ont une activité en France liée à l'air, donc que ce soit la métrologie, la dépollution, le conseil, la formation également, la communication, pour à la fois, je redis un petit peu ce que j'ai dit, mais mettre en commun nos compétences, pouvoir faire avancer la filière à la fin autant d'un point de vue industriel en France que d'un point de vue politique, évidemment. Plaisir de se retrouver pour cette journée nationale de la qualité de l'air et d'être enfin tous en présentiel et se rencontrer pour de vrai. Hugues Dupuis, moi je travaille à la Samoa, qui est un aménageur sur l'île de Nantes, et je vous dirai un petit mot complémentaire tout à l'heure sur notre structure, notre champ d'action, et moi de façon plus spécifique, je travaille sur tous nos sujets d'open innovation à la Samoa, et de façon transversale sur tout ce qui touche de près ou de loin le design, en écosystème, en événement, en animation, en partenariat, enfin voilà, c'est assez global. Donc, merci d'être présent. On verra si ça se passe bien. Donc, du coup, tu es le prétexte en fait à la discussion d'aujourd'hui, puisque on a décidé de se regrouper Tant mieux. de Nantes, d'avoir qu'est-ce qu'on a pu faire ensemble dessus. Effectivement. Oui, ouais. Et du coup, en dessous de ça, nous avons aussi des personnes présentes à distance. Alors, je ne sais pas si le son fonctionne et si vous voulez intervenir pour vous présenter. M'entendez-vous? On vous entend. C'est parfait, je vais mettre un peu de caméra. Bonjour à tous et à toutes, Yann Simon, je suis le commercial de l'État pour la société Elona qui commercialise des stations multicapteurs en France, tout simplement. Alors Elona est basée à Toulouse, mais je suis moi basé dans le Finistère, donc raison pour laquelle j'ai eu droit à une dérogation exceptionnelle pour pouvoir adhérer à B2E et au FIMEA Ouest. Je vous laisse, merci beaucoup. Je vous laisse continuer, je veux dire. Bonjour à tous. La présentation est partagée, j'imagine aussi. Du coup, elle est partagée en visio, ouais. Ok. Donc, découverte du projet de Nantes Métropole, effectivement, c'est un point important. La Samoa est un aménageur urbain depuis 2003. Enfin, la version courte de tous les statuts juridiques ont pu s'enchaîner à l'échelle de la Samoa. La Samoa, ça veut dire la Société d'aménagement de la métropole Ouest-Atlantique. Sa signification, fondée depuis 2003, à la base sur la partie forcément aménagement urbain, spécifiquement à l'île de Nantes. C'est circonscrit à l'île de Nantes pour la partie aménagement. Et tout ça est né de la fermeture des chantiers navals qui sont à quelques encablures d'ici, à une centaine de mètres, de l'arrêt de l'activité d'Alstom sur l'île de Nantes. Et donc avec ce projet finalement de revitaliser, désindustrialiser et réhabiliter tous les bâtiments industriels qui étaient existants et qui ont été hérités de cette partie portuaire industrielle. Voilà. Donc, je vais vous dire quelques mots. J'ai essayé de raccourcir un peu la présentation pour nous focaliser davantage sur les solutions air, bruit et odeur. La Samoa, aujourd'hui, c'est bien deux départements qui sont distincts, mais qui travaillent quand même ensemble. La partie aménagement urbain, qui est le métier de base. Je ne suis pas très doué sur cette partie-là, parce que moi, je ne suis pas dans ce département-là. Donc, globalement, l'aménageur urbain,
il fait des Legos sur la ville. C'est simple, ça devrait parler à peu près à tout le monde. Un jardin, on met un immeuble, on met des commerces, on met un établissement de santé, on met une école, on met un bus. On fait des Legos. Je vais penser Minecraft en fait. C'est exactement ça. Et donc, depuis 2003, on joue à Minecraft. Je ne peux pas le dire, mais c'est le cas. Donc, il y a quand même beaucoup d'expertise qui rayonne autour de ça, autour de l'aménagement avec des enjeux qui sont relativement complexes. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'aménagement urbain, mais aujourd'hui, et vous y êtes, enfin, vous êtes au cœur d'un des quartiers qui a été refondé par la Samoa, qui est le premier quartier qui s'appelle le quartier de la création. C'est vraiment notre quartier de support. Le premier bâtiment totalement emblématique qui s'est implanté, c'est le palais de justice qui est à côté, dessiné par Jean Nouvel, oui, Nouvel, si je dis pas de bêtises. Nouvelle plutôt. Et ensuite, s'est enchaîné tout un tas de structures, établissements qui sont liés à la création, à la créativité, à la culture. Il y a les Machines de l'île, qui est un navire amiral, on va dire, de la culture sur l'île de Nantes, mais qui représente de façon générale la métropole. Hein. On ne ferme pas tout à l'île de Nantes. On a l'école d'architecture qui est la première école qui est arrivée. On a livré, j'étais à l'inauguration avant le déjeuner, l'inauguration professionnelle de l'école de design, qui est le dernier bâtiment majestueux du quartier de la création. Donc, je vous parle d'établissement. À côté de ça, on a aussi des structures. Là, ça, moi, et je vous en parlerai au travers du rôle de notre département, le développeur économique. On est là pour propulser l'économie justement des industries culturelles et créatives, qui ont plein de filières, dont fait partie finalement la société Atmotrac depuis quelques années. Je vais les dater après ces filières-là. Mais en fait, ce que je vous dis, c'est que c'est un écosystème. Quand on construit un quartier, on est obligé d'avoir des lieux, on est obligé d'avoir une offre, on est obligé d'avoir des personnes et des structures qui incarnent en tout cas cette créativité et cette culture qui est très propre à l'aménagement de l'île de Nantes, en tout cas de cette pointe ouest, et qui est reconnue à l'international. Donc aménagement urbain, développeur économique, moi je suis à la partie développement économique. On est, comme je vous le disais, un propulseur des industries culturelles et créatives dans lequel il y a 12 filières, le design, l'architecture, le média, le numérique, la mode, l'artisanat. On arrive à mettre quasiment tout le monde. Donc il y a la culture et la créativité. Pour faire très simple, et je vous détaillerai un petit peu mes métiers, puisque c'est ça qui va être intéressant pour nous. Et nos deux départements travaillent sur quelques éléments communs. Et surtout collabore autour d'un manifeste de l'île de Nantes qui a été rédigé il y a déjà quelques années pour une île durable, autour des mobilités complices. Ça tombe bien quand on parle de qualité de l'air. Enfin, on parlera peut-être avec une expérimentation que je vais vous mentionner tout à l'heure. L'île du bien-être, pareil, pour tout ce qui est nuisance. L'île des biens communs et puis l'île résiliente qui est justement comment mieux s'éduquer à essayer d'anticiper l'avenir, même si on n'y arrivera pas. Hein, la Covid en témoigne. Mais voilà, en tout cas, il y a cette notion-là. Et on est une 50aine de collaborateurs. Alors, est-ce que je vais dans le bon sens? J'ai cassé le stylo. Hop, pardon. L'île de Nantes, je pense que tout le monde connaît globalement l'île de Nantes. On est ici, on est exactement ici. Et donc voilà, le quartier de la création, il est né ici. On parle maintenant un peu plus de l'île de la création, que c'est un peu plus global. On a livré un deuxième quartier, donc les gens peut-être ne me voient pas forcément en visio, qui s'appelle Prairie-au-Duc, qui est vraiment à la pointe ouest, derrière vraiment enfin, les machines de l'île, exactement, et le parc des chantiers anciennement. Et là, on est notre gros sujet dont tout le monde a peut-être entendu un petit peu parler. C'est le quartier qui inclut le CHU. On a préparé tout ce qui est aménagement ou études préliminaires pour le CHU. C'est ce que j'expliquais. C'est le CHU maintenant est une maîtrise d'œuvre qui est directement interne au CHU. Et nous, en face de ça, on livre le nouveau quartier République qui est ici. Ça, c'est la première phase, puisqu'on a toute cette deuxième phase qui n'est pas encore programmée et qui donnera lieu à un prochain mandat de paysagers et d'urbanistes avec qui on travaille. Ce serait une autre phase encore. Et donc, le reste de l'île, là-bas, c'est quoi? Alors, le reste de l'île, on n'en a rien à faire. Parce que c'est vieux. Non, c'est... Donc, effectivement, tout est en construction sur la partie ouest où a été réhabilité. La partie est est déjà aménagée. La partie centrale, vraiment au milieu entre les ponts, on a encore quelques fonciers publics qui nous demandent un petit peu de travail ou privé. La réalité, c'est qu'à l'est, enfin, c'est un peu ce qu'on se dit, on le délaisse pas du tout, mais c'est déjà construit. Donc c'est ce que je disais à la table tout à l'heure, c'est plutôt à horizon, je pense, 20 ans.
On aura des nouvelles problématiques d'aménagement. On devra se poser des questions sur les immeubles en termes de transition énergétique, écologique, même en termes d'usage. Enfin, tout ça va évoluer en termes de mobilité. Donc la partie Est, on sera dans un schéma qui est différent. Là, on a construit, mais rassurez-vous, on n'a pas tout non plus bitumé. C'est de le faire avec parcimonie et avec raison surtout. À l'Est, c'est déjà très artificialisé. On verra comment réaménager ça dans les années à venir. Donc l'ancien mine qui est en bas, L'ancien mine, l'ancien chantier, c'était c'est tout ça, l'ancien mine, en fait. Tout Ouais. ça. Et les anciens chantiers, c'était ici majoritairement une grosse partie des halles bon, qui étaient, alors moi je connais un peu moins bien, mais qui étaient sous les nefs des machines de Lille, et toute une partie de halles qui est ici, qui ont été conservées, on va dire, aux 2 tiers, qui ont été réhabilitées. L'école des Beaux-Arts, nous, la Samoa, on va récupérer la dernière halle qui a été réhabilitée. On va y emménager en décembre, là. Il y a aussi l'université qui a gardé une halle plutôt dédiée aux sciences numériques. Il y a cette logique aussi de respecter l'architecture et le patrimoine historique nantais et rendre hommage un petit peu aussi à cette empreinte vulvernienne, on va dire, de Nantes. Le pôle économique, donc c'est la partie que je maîtrise le mieux, donc je me suis dit je suis obligé de vous en parler. Évidemment, on a 5 métiers, je vais être assez bref. Dans cette logique de propulser les industries culturelles et créatives, et du coup Valentin pourra aussi témoigner s'il a envie, on héberge des structures, on les aide à se loger, à avoir des bureaux à un tarif qui est préférentiel. Et donc on hérite d'une partie du foncier du pôle urbain qui est construit. On hérite des mobiliers transitoires. C'est le cas, il y a un karting qui est à 500 mètres d'ici, qui a été réhabilité en hôtel d'entreprise. On hérite sur le mine, donc l'ancien marché d'intérêt national sur lequel est implanté le CHU et le futur quartier République. On avait le choix, on va dire, de tout détruire et de tout raser en vue de la planification urbaine. Dans les faits, il y a des parcelles, elles seront construites que dans 15 ans. Donc, non, on va garder l'existant. On fait quelques menus travaux et ça nous permet de loger des sociétés qui ont besoin d'espace aussi en centralité métropolitaine. Voilà pour l'immobilier. On fait de l'accompagnement aux entreprises. On a 2 accélérateurs et 2 développeurs pour coacher finalement des structures qui sont des ICC dans des industries culturelles et créatives, dont tu as fait partie encore une fois Atmotrack. Tu es mon meilleur exemple aujourd'hui. Pour donner corps, vie à ces industries culturelles et créatives, on se doit de faire un peu d'animation, de réseau, d'événementiel. Donc, on est organisateur, voire partenaire sur certains événements liés à la créativité, liés un peu à la santé. Donc, au Caire, on a une communauté créative qu'on anime qui est liée au Caire. Donc, c'est pas le cure, pas vraiment la santé, mais c'est tout ce qui est un peu connexe et plutôt bien-être à l'échelle de la ville. Et on connaît aussi un peu JVD sur la partie plutôt urbaine, mais on les connaît aussi bien. Le métier que je représente le plus aujourd'hui, c'est ma casquette Open Innovation, qui évidemment va intégrer l'expérimentation. Et ça, c'est ce qui nous démarque le plus à la Samoa. On accompagne des partenaires projets privés ou publics de la génération des idées, mais toujours en support avec des ICC, donc des industries culturelles et créatives. On peut imaginer parler de design thinking. Dans ce cas-là, on est en capacité de monter ces process-là, mais on s'appuie sur les réseaux locaux, les designers, pour être tout à fait transparent, jusqu'à l'expérimentation. Et je vais rentrer dans le détail tout à l'heure. L'expérimentation, c'est disposer des prototypes sur espace privé ou public, échelle 1, et les tester vraiment avec des usagers, voire des citoyens suivant les solutions. Et encore une fois, on l'a fait avec Valentin. Et une dernière partie internationale. Donc, on a développé, on va dire, un métier qui est un peu spécifique entre un ménageur et développeur économique. On n'est pas les seuls à faire ça dans le monde. Le quartier de la création, il existe à Nantes. Il existe également dans d'autres pays. On est dans des grands réseaux. Et on va d'ailleurs la semaine prochaine à Montréal, qui a un gros quartier qui s'appelle Zoo, un quartier des spectacles et de la création, avec qui on échange sur le benchmark, les bonnes pratiques, les stratégies, comment les structures créatives culturelles ont réagi au Covid, comment ils l'ont subi, comment ils sont adaptés. Voilà. Les filières des industries Connexion c'est pas très bon ça.
va bien? Oui. Ah, j'ai un carré qui va pas moins. Un carré de 4. Donc, dans ce processus, on a 5 grandes étapes qu'on adapte, mais globalement, on est en capacité d'aider nos clients à générer des idées. On travaille actuellement avec Suez sur l'eau et pas sur leur département déchets. Il y a eu des grosses problématiques de tension sur cette ressource, notamment cet été. Enfin, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a eu un petit peu chaud, la terre était un petit peu craquelée et globalement dans les robinets ça s'est pas vu, mais je crois qu'on est pas la pénurie sur certains territoires, c'était une catastrophe. Et pour autant, nous citoyens, on n'est pas du tout informés de cette situation, ou enfin c'est pas une préoccupation à laquelle on est sensible. L'eau c'est pas cher, l'eau ça coule depuis qu'on est jeune, l'eau on n'y fait pas attention. Voilà. Donc on travaille beaucoup avec Suez sur ce sujet-là, sur un processus global, hein, vraiment des idées jusqu'à l'expé. Je ne rentre pas plus dans le détail. Dans ce processus qui est très important, mais on se doit de le mesurer, c'est de travailler avec et pour les citoyens. Donc c'est une deuxième brique. On fait de plus en plus de consultations et participation citoyenne, principalement sur l'aménagement urbain. Ce sont des gros ensembles. On est tous des experts dans notre domaine et il y a quand même beaucoup d'entre-soi dans nos processus. Donc, on se doit de construire une ville avec les gens qui l'habitent et qui la pratiquent. Un troisième opus qui est la partie projet. C'est super bien de générer des idées, c'est super bien de les consulter et de les co-créer avec les citoyens, mais c'est encore mieux de les façonner et qu'elles soient prêtes à être testées. Donc c'est la phase 3. La phase 4, c'est de l'expérimentation. Je vous donnerai des exemples de tout à l'heure d'expé qu'on a mis en place sur les espaces privés et publics, notamment avec Atmotrack, notamment avec JVD également. Et puis une dernière phase qui est importante et qui n'existe pas partout, en tout cas nous, elle est un petit peu différente chez nous, l'évaluation. C'est-à-dire qu'on se dit qu'on a super bien mis des photos sur l'espace public, mais ça serait bien d'en mesurer un petit peu la performance. Et quand on parle de performance, on n'est pas sur l'aspect performatif, justement, mais plutôt sur les usages. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir ce retour usage de toutes les parties prenantes qui sont mêlées pour installer cette expérimentation. Voilà. Et on a sorti un livre blanc, donc il est d'ailleurs téléchargeable et un libre accès à tous. Ce n'est pas mon ordinateur qui pilote la slide. Quelques notions sur l'expérimentation. On a gagné en 2017 un appel à projet français. On a renommé Quartier Démonstrateur, qui est un Urban Lab, qui a été le support de 3 membres fondateurs, forcément la Samoa, la Banque des Territoires que vous connaissez peut-être, c'est la Caisse des dépôts, donc c'est l'entité qui nous a financé, et puis le Nantes City Lab, qui est l'entité métropolitaine qui labellise toutes les expérimentations à l'échelle de Nantes. Quelques chiffres rapides du coup. On a mené une 30aine d'expérimentations. Il y a plus de 40 partenaires économiques qui étaient rassemblés autour de ce quartier démonstrateur, 20 ateliers collaboratifs, des ateliers citoyens, je vous l'expliquais tout à l'heure. Et ce qui est important, c'est qu'on a travaillé sur 3 thématiques principales qui étaient plutôt orientées Smart City en 2017. C'est un peu moins à la mode aujourd'hui. Et à raison d'ailleurs. Donc on parlait beaucoup de rues connectées. Et c'est dans ce cadre-là, il me semble, qu'on a expérimenté avec Atmotrack. D'équiper nos tiers-lieux d'intelligence. On les appelait smart, mais il y a plein de niveaux d'intelligence possibles. Et puis climat urbain, qui est un des éléments sur lesquels on a le plus travaillé finalement, qui arrive dans un deuxième temps. Quelques exemples, parce que c'est cool, il nous dit des choses, on ne voit pas grand-chose. Je vous ai mis un focus sur la qualité de l'air. C'est un peu un sujet qu'on traite. Avec la même slide. Ouais. Ça, c'est à nous, ça, hein. C'est pas à vous. Hein. Je ne vais pas alors m'étendre, vous apporterez peut-être votre brique plus globale. Donc, comment nous, la Samoa, on agit sur la partie expérimentation. On est plutôt sur l'ingénierie opérationnelle de l'installation de l'expérimentation. Les experts, c'est Atmotrack. Les experts, c'est JVD sur leur technologie. Donc nous, on est là pour faire de la facilitation et on a aussi ce gros avantage. On est quand même marié à la base avec le pôle urbain, notre petit copain qui aménage la ville, et c'est vachement plus simple quand on est avec un pôle urbain de disposer des éléments sur l'espace urbain, mais aussi avec la métropole. Il faut dire qu'ils étaient très très frileux au début de la métropole pour l'expérimentation, et depuis 2017, c'est beaucoup plus facile. Donc 3-4 exemples très rapidement. En haut à droite, c'est un mobilier urbain sensible
qui témoigne de la qualité de l'air, mais également des pollens. Peut-être que vous en parlerez plus que moi, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce qui est intéressant sur ce sujet-là, c'est qu'on a mené une étude exploratoire d'abord avec les étudiants de l'école de design et de leur lab sur la ville, avec Florent Orsoni. En parallèle, on a mené un atelier citoyen sur la data, justement, en ville. Qu'est-ce qui c'est intéressant de vous restituer? Qu'est-ce qu'on peut permettre, on peut se permettre de capter comme données? Et en fait, entre autres, les éléments qui étaient ressortis, c'était toute cette notion d'invisible, la qualité de l'air, la chaleur, le bruit, etc. Enfin, toutes ces choses qui ne sont pas trop palpables pour les citoyens, mais qui les intéressent. Donc, c'est en partie de là qu'est abouti, qui est sorti ce mobilier urbain et je vous parlais de la partie projet de tout à l'heure qu'on organise à la Samoa et au pôle économique, et donc qui est issu d'un appel à projet qu'a remporté Valentin avec un consortium. Enfin, Atmotrack, pas que Valentin. De là, nous avons sorti, donc ça a intéressé, les citoyens, ils se sont dit, bah voilà, c'est bien, ils ont compris un peu nos objectifs et nos enjeux, sauf que c'est une qualité de l'air qui est moyenne, qui est visible que la nuit et qui est globale sur le territoire. Et donc, il y a un autre élément ou un autre projet qui est sorti, qui est cette cartographie en haut à gauche de la qualité de l'air sur l'île de Nantes, mais avec une maille plus fine, puisqu'on est à l'échelle de la rue. Et là, ça sera intéressant que Valentin vous donne sa vision. Donc, c'est ce qui est en haut à gauche et en bas à droite, si je dis pas de bêtises. Ah non, c'est deux choses. Ça. En haut à gauche, c'est vos capteurs qui sont. L'implantation des capteurs, et en bas, c'est effectivement la carte qui est publiée par la cartographie. Exactement. Et puis, une dernière expérimentation qui, pour le coup, est juste à côté, parce qu'elle était sur le pont Anne de Bretagne. On a répondu à un appel à projet européen avec RPI de la Loire, donc qui est l'association ici qui a la responsabilité de communiquer cette information de qualité de l'air sur le territoire. Et donc, on a gagné un appel à projet où l'objectif était de valoriser finalement ou sensibiliser les citoyens à une qualité de l'air qui soit en temps réel, enrichie des données de circulation à l'échelle de la métropole. Il y a eu trois briques principales qui ont été développées. Un, l'algorithme pour modéliser la data. Donc ça, c'était le premier gros élément qui a été développé. Deux, c'était de sortir une application qui est sortie pendant la Nantes Digital Week à la fin du mois de septembre. Une application mobile sur laquelle tous les utilisateurs de mobilité douce, vélo, trottinette, à pied, etc., peuvent choisir des itinéraires qui leur sont conseillés suivant 3 volets. Un itinéraire rapide, un itinéraire court ou un itinéraire plus sain. Voilà. Donc, c'est une dimension un petit peu différente aussi pour déambuler dans la ville. Et il y avait une troisième chose, RP de la Loire et puis la Samoa, quand on a monté le projet pour ce financement européen, on est parti du principe qu'une application, peut-être qu'on va déjà s'intéresser à des cibles qui vont être rompues ou qui vont s'intéresser justement à la qualité de l'air ou qui sont sensibles aux données environnementales. Le but de l'expérimentation qui est en bas à droite, c'était de positionner justement des dispositifs d'information et de sensibilisation sur l'espace urbain à tout public, et pas ceux qui veulent se renseigner, mais à tout public, dans les deux sens du point de Bretagne. Ça, c'est le sens nord-sud, qui était plutôt destiné aux utilisateurs de mobilité douce, des vélos, des trottinettes, etc. Et on leur proposait une information, on ne maîtrise pas leur itinéraire. Quand ils arrivent sur le pont, on ne sait pas exactement où ils vont. Par contre, on s'est dit qu'on pouvait au moins les informer de ce qui se passait en termes de qualité de l'air sur 3 itinéraires, s'ils continuent tout droit. Donc, c'est le boulevard Léon Bureau qui est juste ici devant le bâtiment Harmonie Mutuelle. Ça, c'est le bâtiment, c'est la voie principale qui est très fréquemment embouteillée et donc, de fait, un peu plus polluée. Et puis d'autres itinéraires qui empruntent les voies sur Loire globalement, le parc des Chantiers ou le quai François Mitterrand qui longe le bâtiment, qui sont de fait normalement des axes moins pollués. Voilà, qu'on indiquait au vélo pour de la même façon, s'ils ont entre guillemets du temps à perdre en faveur de leur santé, qu'ils puissent l'autoriser. Et dans l'autre sens, on a disposer un panneau à message variable, donc c'est comme un panneau JC2Co. Donc oui, il y a eu un peu de pollution lumineuse, mais c'était dans un but plus vertueux, c'était pas de mettre de la publicité, mais de donner des informations sur la qualité de l'air, et puis aussi d'essayer de les faire évoluer sur leur pratique de mobilité, de quitter la voiture pour des transports plus vertueux. Et donc là, ça change de couleur, le rouge. Et ça peut devenir vert. Oui, alors tout à fait. Qu'est-ce qu'on affiche sur ces écrans? C'est l'échelle de qualité de l'air qui est européenne et qui a 4-5 niveaux de mémoire.
Et donc, on voit bien, alors, vous le voyez mal de loin, mais globalement, tout en haut, sur le boulevard Landuro, qui est le plus bouché, il y a écrit qualité de l'air mauvaise. Et donc, c'est représenté par un émoticône et puis une couleur rouge. En dessous, c'est moyen et pourtant, c'est vert. Donc, moyen, c'est déjà très bien. Enfin, on peut qualifier ça de bien. Et ce qui est bon, c'est bleu. Donc, c'était pas très intelligible forcément pour tous les publics. Mais voilà, il y a plein d'explications. Et puis, il y a une responsabilité de notre part aussi de ne pas avoir mis l'échelle. Est-ce que c'est des initiatives qui pourraient avoir un impact aussi sur les automobilistes en choisissant des rues différentes, vous pensez, ou ça va plutôt être sur les piétons, les cyclistes, etc. Alors en fait, cette cible-là pour ce totem, c'était vraiment d'informer les cyclistes et tous les utilisateurs de mobilité douce. Dans les faits, les voitures passaient par là, donc elles pouvaient le voir, sauf qu'elles ne peuvent pas prendre le parc des Chantiers puisqu'il y a des plots. Ça peut pas influer sur leur Ça peut pas. Mais du coup, c'était compliqué pour eux de comprendre le message. C'est qu'on leur dit, vous allez tout droit, mais vous allez c'est ça. Donc c'était pas. Mais bon, ça, c'est aussi le travail de l'évaluation, c'est d'interroger les gens et d'avoir leur ressenti, aussi bien en quantitatif qu'en qualitatif. Et je l'ai pas mis dans l'autre sens, mais je vous parlais du panneau qui était pour les automobilistes. On peut pas les incriminer de prendre leur voiture. On ne sait pas pourquoi ils prennent leur voiture. Par contre, on peut leur dire, votre employeur il rembourse à 50% les transports. Vous avez une station de Biclou ici. Vous avez un parking relais à quelques mètres de là. Sachez que l'itinéraire en vélo, c'est 5 minutes pour aller à la Tour de Bretagne. En voiture, c'est 25. C'était plutôt ce genre de message qu'on a essayé de diffuser. Ça aussi avec un peu d'humour. Et puis d'essayer de mettre en perspective. Il y a des chiffres qui sont très parlants. Je crois qu'on respire 20 kg d'air, on boit 1 kg d'eau et on mange 3 kg. Enfin, je sais plus dans quel ordre, mais c'est énorme. La proportion, elle est vraiment incroyable. Voilà. Et ensuite, quelques autres expérimentations. Et donc, j'ai pas mis la qualité de l'air intérieur. Donc, c'est bien si, Bertie, tu as quelques éléments là-dessus. Donc, ce soit plutôt C'est plutôt Thibaut. Thibaut, Ouais. je connais bien. Voilà. Il y a une expérimentation en cours, en tout cas, au karting, justement. C'est ça. Sur, peut-être même dans 2 tiers-lieux, je crois, ouais. La centrale et au karting. Voilà, on est ensemble, les karting sur à la fois la mesure et puis le traitement de l'air dans l'environnement du coup plutôt bureau. Donc, c'est un autre exemple que je n'ai pas affiché là, mais que je pourrais vous envoyer. Et ensuite, quelques autres exemples d'expérimentation. On a disposé d'une station de gonflage autonome, donc plutôt liée aux mobilités douces. Donc ça fonctionne sans autre énergie que l'énergie solaire, photovoltaïque pour alimenter. Voilà. On travaille beaucoup ce qui est îlot de chaleur. De plus en plus, on a vraiment beaucoup travaillé sur ce sujet-là, aussi bien en modélisant un quartier. Donc on a fait un jumeau numérique d'un quartier qui est tout près d'ici, existant, en essayant de récupérer des datas de la canicule de 2003 pour voir comment ça se comportait sur la ville, de disposer du coup un mobilier de fraîcheur à un endroit où il y avait vraiment un nœud de chaleur, donc ça sur un quartier existant. Et tous ces enseignements qu'on a tirés du quartier existant, on se dit, tiens, on va déjà anticiper aussi les nouveaux quartiers qu'on est en train de construire et faire ces simulations en se disant, dans la forme urbaine, dans les matériaux, dans les circulations d'air, les flux qu'on a prévus, est-ce qu'on ne fait pas déjà des erreurs avant de sortir les premières pierres? Donc il y a vraiment ce double exercice aussi, c'est on n'apprend pas de nos erreurs, mais c'est cet aspect résilience. On essaie de le construire un peu différemment aussi, en apprenant sur l'existant. Et je crois que c'est à peu près tout. Et l'expérimentation acoustique, je te laisserai en parler tout à l'heure sur le mine. C'était quand même, j'ai essayé de bosser mes slides. Voilà, je laisse ça. Et puis, évidemment, je pourrais vous envoyer le support, où Fanny le fera, puisque Fanny a le support. Oui. Merci. Très rapidement, allez, on en a déjà parlé tout à l'heure. Donc, on est bureau d'études spécialisé en acoustique et vibration. Et donc, on travaille dans le secteur de l'environnement, de l'industrie et de l'architecture. Ça ne marche pas. Ah, il ne veut pas. Pourquoi? J'utilise par là. C'est infrarouge. Ah oui, non.
Ah, ah, Non, c'était parce que voilà. c'est bon. C'est bon. Alors, je ne suis pas la régionale de l'étape, mon collègue ayant été amené à se rendre à Paname aujourd'hui. Mais donc, Allianz travaille, a déjà plusieurs expériences dans le domaine de la culture sur la région nantaise. Donc, on a travaillé, alors moi personnellement, ça ne me parle pas, mais sur le site Transfert à Rezé, on a fait mise en place de monitoring pour mesurer l'impact acoustique d'un festival de musique. Et puis ensuite, différents, avec pareil, les écuries de Méliné, je ne connais pas. C'est Big City Life, c'est une association, je crois, qui organise des concerts. Des événements. Voilà, ouais. Et c'est un nouveau quartier également, les écuries de Méliné, à côté de la gare. Et donc, on a fait des mesures pour caractériser l'état initial acoustique, le paysage sonore initial, et essayer d'anticiper ce qui se passerait si il y avait des concerts à tel ou tel endroit. Donc, pareil sur le site Le 23, donc un ancien théâtre, je lis le slide. Et ensuite, on fait régulièrement des études d'impact pour les bars, discothèques. Donc là-bas, c'était toutes agences confondues, où on caractérise le niveau sonore maximum qu'on peut émettre à l'intérieur d'un bar, d'un lieu musical où on a de la musique amplifiée, tout en respectant la réglementation acoustique, que ce soit dans la rue ou alors dans les logements citoyens quand il y en a. Et qui étaient les demandeurs des prestations en fait qui étaient... Alors, pour les différents bars, ce sont les exploitants d'établissements. C'est eux-mêmes qui ont pris cette initiative. Alors, en général, ce n'est pas une initiative. Ce sont les autorités compétentes, soit suite à des plaintes. Okay, d'accord. Donc, c'est la mairie, l'ARS qui demande soit suite à des plaintes, soit quand ils font des mises à jour de dossiers administratifs. D'accord. Quand un établissement change de sono, il doit faire son étude d'impact. D'accord. Bon, en général, ils ne vont pas le faire spontanément. Mais voilà, okay. Ils sont suivis un petit peu comme les ICPE sont suivis, les lieux musicaux sont suivis également. Et pour le 23, ça a dû marcher parce que justement, le Big City Life a été mis dehors du 23 et est déplacé dans un nouveau lieu moins bruyant qui impacte moins les voisins. Donc, c'est une bonne mesure. Regardez. Le monsieur, il n'est pas là, c'est pas de ma faute. Et donc, pour ce qui s'est passé sur le projet Mine de Rien, sur l'ancien site des mines, l'idée de base, c'était de faire cohabiter l'activité culturelle en plein centre-ville avec des riverains qui habitent déjà tout autour et qui habiteront dans le futur tout autour. Donc, le but du jeu, c'était d'anticiper, autant que faire se peut, les éventuelles gênes induites par l'activité du lieu. Bon, on sait tous que la musique, ça fait du bruit. Et que donc, où est-ce qu'on en est, où est le curseur par rapport à je fais un festival, un événement culturel, et comment essayer d'anticiper tout ce qui va se passer par rapport au ressenti des riverains. C'est un festival d'électro, quand même. Du classique. Donc, les 6 grandes étapes du projet, c'est le diagnostic acoustique du paysage sonore existant. Donc, on a fait on montre plus loin, des mesures acoustiques longue durée pour définir quel est le critère de bruit de fond le jour, le soir, la nuit, la semaine, le week-end. Ensuite, il y a eu un gros travail d'échange avec les organisateurs du festival. Des échanges également avec, là je passe à l'étape 4, avec les riverains. C'est super important, on reste dans de la psychoacoustique. Les échanges entre êtres humains sont super importants pour anticiper, prévenir les problèmes de voisinage. C'est valable sur tout problème de voisinage, de toute façon, il vaut mieux en discuter avant, pendant, après, que de mettre les gens dans le fait accompli, ça se passe toujours mieux. En parallèle, on a fait une modélisation acoustique du site et donc le festival s'appelle Pacotison, qui a eu lieu en août, fin juillet, début août, je ne sais plus. Donc on a fait une modélisation acoustique et pendant l'événement, on a fait des mesures en continu sur plusieurs points de mesure et également des mesures ponctuelles pendant le festival.
Voilà, voilà. Alors, des exemples de l'étape 1. Alors, bon, on ne voit pas grand-chose, mais on a fait 6 points de mesure. Donc, on voit nos sonomètres avec les petites bonnettes qui protègent le micro du vent. Ces mesures, on les a fait pendant une semaine complète, en continu. On a relevé voilà, l'évolution du niveau sonore en continu. Et de ça, on en tire. Alors, par exemple, au point 4, qui est au bout à droite, en haut à droite, par rapport au point de repérage des points. Et sur la photo, là, est-ce que vous avez sur ce qu'on appelle un chronogramme, en ordonnée, vous avez le niveau sonore en dBA, et en abscisse, vous avez l'évolution dans le temps, les jours. Et on voit le premier jour, le niveau sonore est un peu élevé, on voit la nuit, ça redescend, deuxième jour, ça remonte, ça redescend, ça remonte, ça redescend, c'est le week-end. Donc moins d'activité en tout cas sur ce point-là, moins de circulation routière, pas de chantier, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait au point 4, mais ça a été, voilà, c'était vraiment intéressant de voir quelle est la cohabitation, enfin le delta qu'il y a entre la semaine, le week-end. Il y a beaucoup d'activités urbaines, routières, industrielles, peut-être pas sur Nantes, mais enfin sur l'île, mais de voir vraiment ce delta d'évolution des niveaux sonores. Donc ça, c'est vrai que les sonomètres de maintenant permettent vraiment d'avoir énormément de données, et c'est très intéressant derrière. Et ça, c'est un autre point. Donc, même chose, évolution. Donc là, on a fait un zoom sur 4 jours. Et en couleur, on a repéré les périodes qu'on a conservées pour caractériser. Donc là, en orange, le niveau sonore ambiant moyen en journée. Donc c'est de 12 heures à, alors c'est 12 heures, 18 heures par exemple. Peut-être 18. Tout en dessous. Ah oui. C'était les lunettes pour voir près. Ensuite, on a la période, donc là, dans le cadre du projet Mine de Rien, on a regardé ce qui se passait en moyenne sur le créneau 18h-20h, parce que les gens se déplacent encore pour rentrer chez eux, il y a encore un peu d'activité. Ensuite, 20h, 22h, début de soirée, c'est là où on a envie que ce soit plus calme, on prend l'apéro, on est dehors, et on aime bien quand c'est calme là. Et ensuite, le début de nuit, 22h, minuit. Donc là, c'est beaucoup plus calme. Et il y avait après le festival de musique électro. Donc on voulait bien voir le delta qu'il y aurait sur cette période-là. Voilà. Et si je reviens sur la slide d'avant, on voit toutes les petites courbes de couleurs, ce sont les différents points et le niveau sonore moyen qu'on a observé sur un créneau. Donc là, c'est de 20h à 22h. Le jeudi, vendredi, samedi, dimanche, on voit qu'au final, sauf un point où on a un accident là, qui remonte, on voit que le niveau sonore, il est globalement à peu près le même. Quand on retient l'indicateur, je rentre trop dans les détails. Ouais. Je vais vous perdre. Bref. On a mesuré l'état initial pendant plusieurs jours et on a nos critères de bruit de fond, semaine et week-end. C'était ça le but du jeu du diagnostic. Ensuite, l'étape 2, on a échangé beaucoup avec les sonorisateurs, les organisateurs du festival, pour voir comment est-ce qu'ils allaient positionner la scène, comment est-ce qu'ils allaient positionner les enceintes, quel niveau sonore pouvait être acceptable. Vraiment des échanges entre professionnels pour voir quelles étaient leurs contraintes et leur expliquer quelles étaient les nôtres par rapport à nos critères de bruit de fond qu'on avait mesurés. Il y a eu en parallèle également des échanges entre la Samoa et les riverains pour expliquer que le festival aurait lieu et voir comment est-ce que ça allait être accepté de la part des riverains par rapport aux différentes horaires des différents concerts. Et voir comment est-ce que trouver des volontaires pour participer au projet. On leur a donné des sonomètres. Ils ont pu faire des mesures. À tel moment, je fais une mesure pendant le festival, je suis moyennement gênée. Je refais une mesure à tel moment, non, là, ça me gêne vraiment, en fait. Et donc, ils ont pu noter, avoir une interaction vraiment participative avec la Samoa sur les niveaux sonores ressentis. Et ensuite, pendant l'événement Pâques Cotisant, ce festival électro, donc on a fait des mesures de bruit
en continu sur nos mêmes 6 points de tout à l'heure. Et donc le niveau sonore moyen mis en place par les sonorisateurs au niveau de la foule. Donc ils ont tout. Enfin, c'est vraiment incroyable comment les sonorisateurs ils arrivent à tout régler là. Donc 92 dBA au niveau du public. Et les concerts ont lieu le samedi de midi à minuit et le dimanche de 10h à 22h. Et donc on a fait différentes mesures, donc des mesures ponctuelles et des mesures de longue durée sur les mêmes points que l'état initial. Et c'est quoi le seuil qu'il faut dépasser? Alors, d'un point de vue réglementaire pour la protection des oreilles des gens, c'est 102 dBc sur 15 minutes. Ça, c'est le maximum admissible en tout endroit accessible au public. Quand il y a du jeune public, c'est 86. Je crois dans les cinémas, je crois que c'est 86 dBc au max. Et ensuite, donc ça, c'est pour la protection des oreilles. Et après, dans l'environnement extérieur, il y a la réglementation bruit de voisinage qui s'applique. Et tu dois respecter, en gros, c'est 5 dBA le jour, 3 dBA la nuit, à pondérer par rapport à la durée d'apparition de l'événement. Donc, si ton événement, la période nocturne, commence à 22h et s'arrête à minuit, tu as 2 heures d'apparition du phénomène en mesure. Et donc, du coup, tu as le droit, je ne sais plus, c'est plus 2 ou plus 3 dBA. Donc, du coup, tu as le droit à 5 ou 6 dBA d'émergence. Voilà, c'est la réglementation. Mais pour un événement, quand c'est moins de 12 fois dans l'année, c'est comme pour le 14 juillet, pour la fête de la musique, etc. Tu as des exceptions faites sous réserve que ça a été signalé, déclaré avant, etc. C'est pour ça que tu peux avoir le festival des Vieilles Charrues, parce que c'est clair qu'ils sont non conformes. Oui, voilà. d'accord. Et là aussi, bien sûr, c'est non conforme. Ouais. Ok. Et donc, en parallèle, depuis le diagnostic acoustique jusqu'au concert, on a fait une modélisation acoustique en 3D en faisant plusieurs scénarios, en mettant les 102 dBA dont je parlais tout à l'heure, le niveau sonore maximum admissible. Ensuite, en voyant à quel niveau sonore et comment orienter les enceintes pour que ce soit moins impactant sur le voisinage. Notre scénario de bis, c'est notre modélisation, mais qu'on a recalé grâce aux mesures sur site, à nos 6 points de mesure, plus toutes nos mesures ponctuelles. Et ensuite, dans l'aménagement futur, il y aura de nouveaux bâtiments, etc. Et donc, on a déjà fait les modélisations pour voir quel sera l'impact de tout ça. Voilà. Et comme c'est encore en cours, là, je vous montre la fabrication du modèle. Donc, on voit en 3D la maquette. On voit nos enceintes qui sont en bas à droite. On voit les linerets, là. Donc, ces enceintes-là qui ont une directivité telle que c'est vraiment impressionnant. Hein. Ça vise le public. Je sais pas, les 3 premiers rangs. Le caisson du dessus vise les rangs suivants, etc. etc. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire que d'ailleurs, sur un festival où il y a plusieurs scènes, les concerts ne se chevauchent pas les uns sur les autres. Et on limite vraiment la casse, entre guillemets, grâce à ce type de matériel. Donc, on a modélisé tout ça. Là, c'est encore en cours, etc. Et donc, on ne communique pas sur les résultats. C'est des exemples de cartes qui n'ont absolument rien à voir avec le projet en cours. Mais voilà ce qu'on va obtenir comme type de cartographie avec notre scène de concert qui qui envoie son son dans différents... en changeant les directivités, etc., les niveaux sonores. Et ça nous permettra de voir justement les émergences, d'anticiper, de prévenir l'impact acoustique sur le voisinage. Voilà, et donc, ça peut aider à, si par exemple ce festival a lieu tous les ans, dire il faudrait qu'on décale un peu la scène. Voir et si cette année on la met comme ça, est-ce que ça va être pire ou pas, ou mieux? Donc, ça peut être des recommandations derrière. Voilà. Et puis après, c'est anticiper par rapport aux voisins, leur dire voilà, on sait, on va faire tant de bruit, comme l'année dernière, on avait fait ça, et ça donne vraiment une base de communication et d'échange avec les. Est-ce que ça veut dire que vous allez vers essayer de respecter justement la valeur limite de, je sais plus, 50 dB, 60 dB à proximité des riverains, même pendant le déroulement du concert, ou finalement. Je pense pas que ce soit dans l'objectif. On sait très bien qu'on n'est pas conforme. Oui, voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui il n'y a pas de solution technique pour Silent concert.
Donc tout le monde avait. Oui, voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Le seul Non, truc mais c'est qui un est. problème d'acceptabilité pour les rivages, parce que oui, il y aura toujours des gens qui vont vous dire, de toute façon, moi, ça me gêne même à 45, parce qu'il y a des gens qui vont dire, ça me gêne à 45, il y en a d'autres à 80, ils vont dire, j'entends rien. Ouais. L'acceptabilité de. Et c'est très variable d'une personne à l'autre. Mais voilà, la personne qui le sait, qui franchement ne supportera pas, elle va ailleurs ce week-end-là, quoi. Et oui, un peu le contenu des retours qu'on a. Ouais. Il y en a qui ont été, qui ont apprécié la démarche, que je ne l'ai pas vécu, hein, mais pour ceux qui sont allés, ils m'ont dit que vraiment la partie acoustique avait totalement travaillé. C'était hyper bien sur scène, vraiment, et à l'extérieur, c'était quand même relativement apaisé. Pour autant, il y a quand même un peu de réverbération de bruit, les bâtiments, etc., les rails, à l'époque. Il y en a qui avaient été scandalisés, encore une fois, dans les quartiers du son qui était émis, et d'autres qui ont dit on n'a rien entendu, on n'a pas été dérangé. Mais on est obligé, en tant qu'aménageur aussi, de se préoccuper de ça. Oui, non, c'est très bien. Je me demandais si, malgré tout, l'objectif, c'était pas d'aller vers une valeur, entre guillemets, garantie, et que les gens, parce que de toute façon, qui est subjectif. voilà, c'est ça, Ouais. même à 35 ou à 40, il y en a qui vont dire c'est pas beaucoup. Que si on vous dit la majorité est à 80 ou on dit à 40, c'est 40, c'est comme ça, c'est la réglementation. Donc, vous n'êtes pas me dire que ça fait du bruit parce qu'on est à 40, voilà, c'est accepté par tout le monde en fait. Mais peut-être que c'est un peu le sens de ma question. En fait. Peut-être que voilà, il faut peut-être plusieurs années de recul pour voir justement où est-ce qu'il y aura cette année, on a fait 92 dBA sur le parterre, dans la fosse, entre guillemets. Ça a été vécu sur une échelle de 1 à 5. La moyenne, c'est, alors je ne sais pas, je n'ai pas les résultats, c'est 3. L'année prochaine, on va se tenter le 95. On va voir si on reste à 3 ou si on explose à 5 en mécontent. Et si l'année d'après, on met 90, plus personne ne se plaint. J'imagine que c'est peut-être avoir cette. Mais je pense qu'il faut du recul. Et c'est le début de l'expérimentation là sur. Après le festival Transfert, ils ont acheté leur propre sonomètre, je crois, ou en tout cas ils sont restés sur le site plusieurs années. Et donc la première année, on les a aidés. On leur a prêté des sonomètres. Ils ont fait plein de mesures. Stratégie de mesures. Et ça leur a permis de caler sur les années suivantes en disant voilà c'est trop là c'est. Voilà. C'est un client là, c'était qui du coup? La Samoa. Non, la Samoa. Ça fait partie des innovations. Alors, pendant que tu exposais, là, je suis en train d'échanger avec un ami en Afrique, ouais. Parce que j'ai été cet été, donc parce que je voulais organiser une conférence sur la problématique de la pollution de l'air et l'impact sur la santé. Et donc, c'est vrai que dans nos pays, le bruit, c'est vraiment une vraie pollution. Alors, je me disais, tiens, je suis dans on parle de cette problématique. Est-ce que tu penses qu'on peut faire quelque chose? Donc, il me donne son feu vert. Donc, on va discuter après. C'est vraiment, c'est terrible dans ce pays-là. Je ne sais pas comment les gens vivent, quoi. Mais On enchaîne comme ça sans transition. Oui, c'est vrai que Ok. Donc du coup, on a déjà parlé un petit peu à table. Donc qui on est à Atmotrack? Donc on est une équipe de 11 personnes aujourd'hui. On a créé l'entreprise en 2015. On est nantais aussi. Et on a sorti nos premiers capteurs donc en 2016-2017, parce que du coup on a d'abord fait de la prestation de service qui explique des fois un petit peu notre appétence à faire du design et résoudre des problématiques clients pour financer le projet de qualité de l'air. Et quand on a reçu le label du ministère de l'Environnement et de l'ADEME, du coup ça nous a permis de complètement basculer sur Atmotrack. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on aide à déployer des réseaux de microcapteurs ou des mini-stations. Effectivement, les terminologies ne sont pas encore établies, donc on a tous un petit peu notre interprétation de qu'est-ce qu'est une mini-station, un mini-capteur. Il y a un peu d'abus de langage aussi. Mais en tout cas, voilà, un appareil électronique connecté qui mesure des paramètres de qualité de l'air, principalement. Et on aide à déployer ces réseaux principalement pour les collectivités ou aussi les industries et les groupes ou les décideurs, de manière générale, qui ont un impact sur leur environnement. C'est-à-dire que c'est un parti pris. Justement, dans la FIMEA, notamment, il y a d'autres partis pris. Nous, notre prisme, c'est de dire les plus à même de faire changer les choses dans le bon sens pour améliorer la qualité de l'air. C'est des gens qui peuvent changer une grille urbaine, c'est des gens qui peuvent réduire des productions ou installer des filtres, et pas forcément le citoyen. Pour autant, dans notre chaîne de valeur, justement, on accompagne les collectivités aussi à communiquer avec les citoyens
Ça, c'est la partie moins sur le capteur, donc, et plus sur comment on retranscrit l'information et qu'est-ce qu'on fait de la data. Et donc ça passe par des tableaux de bord. On a une application grand public aussi. Donc vraiment accompagner les décideurs à mieux communiquer auprès de la qualité de l'air, souvent en apprenant eux-mêmes ce que c'est que la qualité de l'air. Et puis engager ce dialogue citoyen qui est un petit peu aussi dans le sens voilà, de satisfaction, d'inquiétude, de côté anxiogène sur la pollution. Quand elle est perçue, ben, on peut mettre en face effectivement une mesure. Et au contraire, remonter des retours des citoyens qui disent bah, effectivement, là, ça sent mauvais. Un cas de figure, c'est qu'on dans l'industrie, on avait un groupe que je ne citerai pas, mais breton, qui disait nous, on investit tous les ans agroalimentaire, mais non, dans la nourriture, la partie nourriture. Qui disait bah, tous les ans, on investit 200 000 euros minimum dans la réduction de nos émissions et dans l'amélioration de notre site de production. Et pour autant, et les jours où la production est arrêtée, on reçoit des plaintes de gens qui nous disent que ça sent mauvais et qui attribuent cette odeur, cette pollution à notre site. Alors, c'est pas possible parce que de coup, tout est arrêté. Et donc, il y a ce problème de communication et de biais entre bah, les faits. Donc, là, on peut le mesurer. Et puis, la perception auprès des citoyens. Donc, on est dans ce champ-là. Et on s'est rendu compte assez rapidement parce qu'on travaille beaucoup avec les petites collectivités, les moyennes collectivités, et ce, partout dans le monde. Donc, on a des projets principalement en France et en Europe. Mais on est aussi présent au Cameroun, au Rwanda, en Brésil, Mexique, par exemple, les pays plutôt émergents, où là, la problématique est aussi la même. C'est bon, la feuille de route sur la qualité de l'air est beaucoup plus large, mais comment on implique le citoyen dès le début dans notre thématique. Donc, ouais, dans les chiffres, on a plus de 2000 capteurs déployés de par le monde. On est présent dans une dizaine de pays et donc, en fait, à peu près tous les continents. On collecte 20 millions de données par semaine. Donc ça, c'est des chiffres un peu dans le vide. Mais c'est un très gros volume de données. Donc, c'est aussi notre savoir-faire en tant qu'infrastructure de mesurer ça. Et puis aujourd'hui, en France, parce qu'on a cette particularité française d'avoir des ASCA, donc Air Pays de Loire, Air Paris, peu importe la région, Air Braise, je pense la Bretagne, on est en partenariat avec à peu près toutes les ASCA, parce que du coup, on vient en complément du réseau national ou des mesures officielles. On vient justement ici faire une campagne spontanée, ici augmenter le réseau officiel dans une ville qui n'était pas couverte. Donc on est vraiment dans cette logique de partenariat avec un réseau existant et on remplace rien. On améliore la couverture, mais on remplace pas des équipements existants. Tout à l'heure, quand tu parlais tu t'étalonnais sur des endroits, ouais. C'est par rapport à eux en fait. Oui, typiquement les stations officielles. Donc en France, elles sont gérées par les ASCA. Dans d'autres pays, c'est des fois le ministère de l'Environnement principalement. Ou des fois en Angleterre, ce sont les collèges, les universités qui gèrent le matériel. Au Rwanda, c'est le ministère de l'Éducation qui gère les stations officielles. Donc généralement, effectivement, on se sert de la station réglementaire comme un étalon, comme un point de référence sur le territoire. Et dans certains pays, il n'y en a pas. Donc là, il faut être un peu plus innovant, j'allais dire innovatif, ouais, agile. Ingénieux. Soit on fait des prélèvements assez classiques et puis on va voir la composition du prélèvement sur un instanté. Soit on vient combiner aussi, par exemple, les images satellites. On a la chance d'avoir des mesures de la qualité de l'air à distance. Donc c'est le biais, c'est qu'en fait on mesure une colonne du satellite jusqu'au sol. Donc il faut savoir en fait au niveau de la couche du sol et au niveau de la respiration humaine, qu'est-ce qu'on mesure. Mais là, comme on a le capteur sur le terrain, ça permet de recaler les choses. Donc, du coup, ton capteur, tu peux pas l'étalonner en mettant dans une chambre, par exemple. Si, sauf que la chambre, elle se confronte assez mal avec la composition de l'air extérieur. C'est-à-dire que ça fonctionne effectivement en intérieur, c'est quand même plutôt simple. Ils font comme ça, les capteurs de CO2, par exemple. C'est ça. Mais pour l'air extérieur, en fait, on a des gaz, des fois qu'on ne mesure pas, mais qui viennent quand même influencer sur les mesures. Interférences. Ouais, les interférences. Et en fonction aussi des villes, voire même des endroits dans la ville. Typiquement, l'air qu'on mesure en bord de Loire n'est pas le même que l'air qu'on mesure sur les chantiers du CHU, pour rester sur l'île de Nantes. Et il ne va pas être la même composition tout à fait qu'on va mesurer à Saint-Nazaire, parce que là, il y a l'industrie portuaire et autres. Donc effectivement, c'est un point de référence, c'est une référence à un endroit T. Mais de toute façon, scientifiquement, on estime qu'à déjà à 3 ou 5 mètres, à 5 mètres, on tombe à 70% de certitude. Donc le point de mesure, il n'est valable que quelques mètres autour du point de prélèvement. En fait. Derrière, il n'y a pas d'homogénéité, en fait, c'est ça, du milieu dans lequel on mesure, en fait. C'est ça. Toute la problématique. Et puis nous, en plus, on mesure en mobilité, donc on a encore plus ce problème d'homogénéité.
Donc la campagne AtomTrack, effectivement, qu'est-ce qu'on déploie? C'est toute une solution clé en main, donc le Air Quality as a Service, pour reprendre ça. Donc ça passe par le capteur, mais aujourd'hui on travaille aussi des fois avec d'autres capteurs qui ne sont pas forcément les nôtres. Parce que du coup on a cette infrastructure pour collecter la data, donc autant l'utiliser sur d'autres types de capteurs. Et derrière, c'est après, voilà, collecter, on parlait un peu de data, de database management et des choses comme ça. Collecter, redistribuer, mixer, modéliser, et puis après redistribuer l'information sous le format qui est le plus intéressant pour le bénéficiaire. Donc des fois, nos clients peuvent être par exemple un grand groupe de l'environnement, mais le bénéficiaire va être la collectivité, ou le bénéficiaire va même être le citoyen. Donc forcément, chaque niveau de bénéficiaire a une façon différente de consommer la data et puis de pouvoir la comprendre. Donc là, c'est effectivement un de nos savoir-faire, c'est les interfaces. Donc aussi dans toujours cette étape d'amélioration continue et créative qui nous a fait connaître auprès de la Samoa, notamment. Le capteur, donc, je vous ai présenté un petit peu avant qu'on commence cette session, du coup, les paramètres techniques. Donc effectivement, la première version mesurait principalement que les particules fines, et on a ouvert aujourd'hui la mesure à d'autres niveaux de gaz. Pourquoi ces gaz-là et pas d'autres? C'est parce que c'est en fonction de notre clientèle. Donc typiquement, comme on est plutôt dans un milieu urbain, des choses comme le NO2, pollution trafic, c'est très parlant. Ammoniac, c'est peut-être notre historique par rapport à l'agriculture. Mais en fait, l'ammoniac, c'est une problématique qui revient aussi dans les villes, parce qu'on a tout ce qui est biodiesel, blue quelque chose, qui effectivement utilise de l'ammoniac en ville, monoxyde de carbone, et niveau sonore. Donc là, on n'est absolument pas acousticien. Mais ça a été une demande, donc on a intégré un microphone pour pouvoir mesurer un certain volume sonore, mais c'est absolument pas classifié classe 1, classe 2 ou autre. Et aujourd'hui, le niveau sonore, il nous permet justement de classifier une activité, parce que s'il y a du bruit, fondamentalement, il y a quelque chose qui se passe, on n'est pas capable de dire est-ce que c'est du bruit d'une enceinte, de travaux, ça. Donc ça sert plus en corrélation avec d'autres paramètres. Ce qui est important aussi à toujours rappeler, c'est qu'on est Made in France. Donc ça, c'est un engagement de la société, un parti pris aussi. Et puis voilà, fixe et mobile, multipolant, plug and play, etc. Ce qui nous a amené du coup effectivement, alors au-delà de l'historique de l'entreprise, à ce partenariat et ces différents projets, parce que c'est pas qu'un seul projet avec la Samoa. Donc on a principalement été sur cette optique de dire, donc on est rentré par le prisme de la rue connectée. Donc comment la ville intelligente, en fait, comment le capteur de qualité de l'air va venir agrémenter ce niveau de connaissances supplémentaires sur la rue connectée. Et puis, s'est posé assez vite la question pour nous de savoir comment on allait représenter cette donnée-là, comment la Samoa allait pouvoir consommer cette information, voire même à qui, dans l'énorme couche du citoyen, des parents qui déposent leur enfant à la crèche qui est juste à côté, des gens qui sont là juste pour le week-end, comment on allait retransmettre cette information et à quoi elle servait. Et donc un des partis pris aussi, mais qu'on a créé quelque part en même temps que les séances de coaching avec la Samoa et le quartier de la création, c'était que effectivement les cartes, typiquement là on a donc 15 stations sur l'île de Nantes, tout ce qui était cartes, rue par rue, temps réel, ces parties-là, pour le citoyen c'est extrêmement anxiogène. Et que en fait de découvrir que votre rue est polluée, vous êtes juste habitant, à part déménager ou aller voir le maire en disant s'il vous plaît faites quelque chose, il n'y a pas beaucoup d'actions, enfin les actions elles sont assez limitées sur son habitat proche, sauf si vous êtes un élu de la ville. Et donc voilà, c'était un des partis pris de dire ok, on a des cartes, ça on les fait, mais on va les donner plutôt aux sachants ou aux personnes qu'on aura accompagnées à mieux comprendre la qualité de l'air, et pas forcément aux citoyens pour cet effet anxiogène. Je ne montre pas ici. Et donc typiquement, pour le citoyen, justement, il y a l'application grand public qui donne la qualité de l'air par rapport au quartier, ce qui reste sur une dimension de proximité pour dire voilà la qualité de l'air proche de votre boulangerie, de là où vous habitez, mais qui accompagne en fait à dire en fonction de la qualité de l'air, voici les activités qu'on vous recommande et qui casse cet effet anxiogène de découvrir mon Dieu c'est pollué, qu'est-ce que je fais ensuite? Et donc je vous disais, on a en fait autour de la rue connectée qui était le point de départ, en fait différents dispositifs qui se sont chevauchés. Et aujourd'hui, le dispositif sert en fait à différentes applications et on en parlait ce midi à même des groupes qui sont pas à l'échelle de l'île de Nantes, mais à des échelles beaucoup plus réduites. Donc on a déployé en plusieurs phases aussi. C'était un projet qui était
voilà, avec des renouvellements des différentes phases. Donc aujourd'hui, on a une quinzaine de capteurs en fixe sur l'île de Nantes, sans compter les mobiles qui passent. Et cette donnée, donc, elle sert à la fois à venir fournir en fait un tableau de bord qui a été fait par la RPI de Loire, qui vient redistribuer l'information justement sur le quartier de l'île de Nantes, ils ont choisi des petits nuages, en référence au milieu urbain aussi qui est au-dessus. Et ce qui nous intéressait aussi dans le dispositif, c'était effectivement, donc, on est designer, on a beaucoup d'ingénierie, puisque toute la conception est faite chez nous. Pour autant, on n'a pas les moyens d'aller voir l'impact auprès des citoyens de ce qu'on fait. Généralement, c'est ce qui manque dans nos projets. C'est qu'on a les retours de nos clients qui sont tous très contents, mais voilà, le citoyen auquel bénéficie le système, qu'est-ce qu'il en pense et comment il le perçoit. Et c'est là où les dispositifs de la CMOL du quartier de la création sont hyper intéressants. C'est que RPI de Loire a fait justement des maraudes, mais je pense que c'est le resto du cœur. C'est le de la direction du cœur. Mais des points d'information certains soirs en restant près du nuage, en demandant aux gens alors qu'est-ce que vous savez ce que c'est, la qualité de l'air ça vous intéresse, voilà ce niveau d'information qui est dans la perception auprès des citoyens de ce mobilier urbain, et puis plus largement du coup d'ouvrir sur la qualité de l'air. Et pareil sur les interfaces, il y a aussi beaucoup d'ateliers pour essayer d'établir avec les gens, en sachant que c'était des ateliers qui sont des fois ouverts aux citoyens, mais des fois aussi ouverts aux experts. Il y en a, je pense que pour les Nantais, on a reçu tous plus ou moins des invitations, qu'on soit expert ou non. Et justement, des ateliers qui permettent de se confronter dans cette expérimentation, à dire, OK, la data, à quoi elle sert? Nous, on résout quelque part en tant qu'experts la problématique technique de comment on a la mesure au plus proche des gens. Mais derrière, c'est hyper intéressant d'avoir ces dispositifs pour évaluer quelque part voilà, l'impact sur la vie de tous les jours. Ce qui est précieux pour un designer en plus. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de... typiquement, l'histoire de notre application grand public. Donc, c'était quelque chose qui nous était demandé par la ville d'Antony, à côté de Paris, qui voulait justement avoir un moyen de retranscrire l'information auprès du grand public. Et dans les fonctionnalités qu'on a de Kaeli aujourd'hui, il y en a beaucoup qu'on a pu tester grâce aux ateliers. Et OK, sur Nantes, on a 200 personnes qui utilisent à peu près régulièrement l'application. La version actuelle, justement, où le fait de passer des messages de la ville à l'application, c'est des retours qu'on a pu établir avec la communauté. Et nous, par notre habitude du design, quelque part, les ateliers nous permettaient aussi des fois de sortir de notre carcan en disant, bon, il faut un avis extérieur. Et puis en parallèle, on fait des ateliers, nous, avec des retours utilisateurs, justement, où on teste, on voit combien de temps les gens passent sur tel ou tel onglet ou fonctionnalité. Et puis qu'ils soient clients, qu'ils soient bénéficiaires, qu'ils soient citoyens ou juste complètement en dehors du projet ou qu'ils n'utilisent pas l'application, justement, on prend en compte ces retours aussi dans nos itérations. Et ça se voit parce qu'effectivement, notre tableau de bord évolue constamment et les applications aussi. Et donc oui, la différence aussi, c'est que on a adapté, pour ce projet de l'île de Nantes, on a adapté nos capteurs en marron. Donc il a fallu trouver en plasturgie comment faire des capteurs marron sans utiliser de produits chimiques et c'est des choses. C'est le RAL du mobilier urbain. C'est ça. Donc on avait une référence très précise d'un marron. Il a fallu trouver quelle composition chimique, mais en sachant que nos capteurs, on essaie qu'ils aient le moins d'impact sur le monde, pour pouvoir se faire ça. Et donc le point, on avait des questions sur comment on l'alimentait. Donc dans ce cas-là, en fait, on a fait un petit boîtier intermédiaire entre le lampadaire et le capteur, qui est derrière, qui contient une batterie, on n'a pas pu passer à côté, et qui se charge la nuit pour juste alimenter le capteur sur 24 heures. Donc la nuit, quand le lampadaire s'allume, ça recharge la batterie et ça continue d'alimenter le capteur. Et dans la journée, le lampadaire s'éteint. On ne peut pas te brancher au direct, je pense. Les mains, en fait. C'est interdit maintenant. Il n'y a pas de truc comme ça. Les mains, en fait, ils font tout le jour. Ouais. Ah, d'accord, ok. C'est les mains. D'accord. Ça dépend de. Non, tu as le droit de te brancher dessus. Maintenant, il y a des radio, et puis il y a des boîtiers pilotages. En fait, c'est une facilité, mais c'est un exemple de facilité à se brancher. C'est qu'effectivement, il y a des. Alors, sur l'île de Nantes, c'est tout le réseau de lampadaires qui s'éteint. Donc, il n'y a pas un pilotage individuel des lampadaires, ce qui fait qu'ils ne sont pas alimentés quand tout est coupé au Dijon. Il y a d'autres villes où, effectivement, c'est toute la rue. Ce qui fait aussi que quand il y en a un qui pète, toute la rue s'éteint. Il y a d'autres villes où effectivement il y a un pilotage un peu plus moderne du lampadaire, et donc là le point d'alimentation il est constant.
Mais il y a encore très très peu de lampadaires, même dans les références des marchés aujourd'hui, parce que c'est un coût supplémentaire qui intègre cette interface de pilotage. Donc par défaut, ben, nous on dit ok, comment sans modifier le lampadaire, sans réintervenir, on vient greffer dessus. Donc on a créé ce petit boîtier qui respecte aussi la couleur du milieu urbain. De 97 mat. Donc voilà un petit peu pour ces exemples. Et donc on n'est pas responsable du nuage, de la forme du nuage, mais on a un peu aspiré le designer à l'époque, puisque c'était un de mes projets d'été, de faire un nuage qui retransmettait la météo, et ça c'était à l'école des mines. Donc oui, pour en rentrer un peu plus en détail sur le mobilier, donc encore une fois, c'est pas notre conception. Donc c'est un mobilier qui est autonome au sens où il n'est pas branché à la grille électrique, et donc il a des panneaux solaires Armor, qui est une société locale, qui sont les panneaux qu'on voit au-dessus du nuage, le nuage dans la journée où il est éteint, parce que du coup, c'est des LED de faible intensité. Ça ne fait pas sens d'avoir un sapin de Noël en pleine journée. Et dès que la luminosité le permet, du coup, il s'allume en fonction de la qualité de l'air qu'il reçoit, pour essayer de tangibiliser cette qualité de l'air qui est très... qui est composé de beaucoup de paramètres et qui est souvent assez compliqué à comprendre. Il y en a plusieurs ou il y en a qu'un seul? Il y en a qu'un seul. C'est où? C'est alors... Ouais. C'est par là. Oui. Je reste pas très loin. C'est kilomètres. Ouais, c'était en fonction de la vitesse à laquelle les gens marchaient pour la pause du midi, on s'était dit qu'on pouvait aller le voir. Oui, mais ça fait une demi-heure quand même aller-retour. Mais il faut juste sortir et longer la Loire. C'est du moins Vincent Gache, globalement. Et celui-là, c'est près de ce point de mesure-là. Pardon? Celui-là ne témoigne que de ce point de mesure. T'as que le nuage là. C'est une donnée locale, non, même pas. C'est ça, les données elles sont basées. Alors, il y a différentes versions. Il y a une version qui prend en compte les capteurs Atmotrack, notamment, et la station de référence qu'en fait dans le dispositif. Ouais. On avait mis. Station de référence. Et puis le nuage est là. Et après, ça commence même avant 2019. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de station de référence sur l'île de Nantes, par exemple. Non, elle a été déplacée pas loin de la route de Rennes. Donc plutôt du côté des facs Nantes-Nord. Donc du coup, il n'y a plus de station de référence sur l'île de Nantes. Mais les capteurs Atmotrack sont encore là et on est calibré, donc ça permet de garder une continuité du service. Et oui, il y a des versions où c'était juste, globalement, la qualité de l'air sur Nantes, et puis des versions où effectivement on alimente la qualité de l'air locale par rapport au mobilier plus proche. Oui, c'est-à-dire qu'il n'est pas représentatif que du point de mesure proche de Vincent Gache, en fait. Ouais, non. Ouais, c'est aussi une façon d'être moins... C'est-à-dire que s'il y a un gros camion qui passe, ça ne va pas rester rouge, donc c'est aussi la mesure à l'échelle du quartier qui est un peu plus stable. Effectivement. Mais oui, le point de référence a été déplacé, donc ça fait partie des aléas des projets. Et juste pour répondre par rapport à ce qu'on a installé nous sur le point de Bretagne en termes de qualité de l'air extérieur, ça a été souvent cité comme objet de médiation poétique pour signifier la qualité de l'air. Nous, c'était des écrans avec rouge, vert, bleu, bien, pas bien. Et comme tu dis, les gens, en fait, ils le prennent pour eux, quoi. Et vraiment, ils sont impuissants. Donc là, c'est aussi une manière plus poétique de passer un message, d'où aussi l'intervention du design, cette capacité à interpréter ou à proposer des formes, des concepts un peu plus proches des sensibilités des citoyens.